Bonjour à tous et bienvenue au Social Show propulsé par tvgo.ca, le rendez-vous des pros du numérique et des médias sociaux au Québec où à chaque émission, on a la chance de découvrir les personnes qui se cachent derrière les publications les plus virales et les campagnes numériques qui font jaser tout le monde. Épisode numéro 10, c'est parti! Aujourd'hui, à l'émission, on a la chance d'accueillir M. Frédéric Tremblay. Frédéric, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler de gestion de crise. Et justement, pour le sujet du jour, j'ai sélectionné la bière Une saison en enfer de Avant-Garde Brasseur, Artisan Brasseur. Donc, je me disais que c'était une bière vraiment parfaite là, pour parler de gestion de crise parce que quand on a une crise à gérer, c'est l'enfer. Donc, on va faire un petit cheers pour débuter le show, Fred. Donc, cheers à toi. Donc, Frédéric, avant de parler du sujet du jour, j'aimerais ça qu'on revienne dans le temps puis qu'on parle un petit peu de la première fois que tu as goûté au numérique et aux médias sociaux. Là, j'aimerais ça que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi. Je suis tombé dans les médias sociaux puis tout le monde numérique un petit peu par hasard. En fait, je venais de finir mes études à l'Université Laval en marketing. J'ai fait programmation avant, donc je savais pas trop où est-ce que je devrais m'enligner, etc. Puis je jouais à des jeux en ligne. Puis un jeu sur lequel je jouais était un des plus gros jeux dans ce temps-là, donc Ragnarok Online. À peu près personne ne doit connaître ça aujourd'hui, mais avait des serveurs puis une partie des joueurs qui étaient en France. Trouver quelqu'un pour couvrir une partie de la maintenance, une partie de l'animation des joueurs, etc. Pendant la nuit, c'était difficile. Donc, ils ont fait du recrutement au Québec. J'ai été pris. Puis, c'était justement du recrutement, de s'assurer que les joueurs aient toujours quelque chose à faire, de leur créer des événements, de s'assurer qu'ils restent accrochés au jeu. Là. Donc, c'est comme ça que je suis tombé un petit peu, avant que ça s'appelle gestionnaire de communauté, dans le bain de l'animation d'une communauté. Puis parlant d'animation, je pense qu'une autre chose que tu as faite en lien avec les médias sociaux puis le numérique par la suite, c'est de l'animation via un compte Twitter un petit peu spécial, je pense que tu me disais. Hein? Oui, ce qui m'a fait un peu accrocher justement aux plateformes de réseaux sociaux, c'est principalement un compte Twitter que j'avais créé de façon anonyme où je faisais des blagues un peu salaces, un peu beaucoup salaces, là. Le genre de choses que je peux pas dire sur ton show. Là. Et puis là, par la suite, tranquillement, pas vite, tu as commencé à vraiment devenir un professionnel du monde du numérique puis des médias sociaux. J'aimerais ça que tu me parles peut-être de tes premières expériences vraiment en termes de professionnel. Là. Oui, j'ai créé une agence à cette période-là qui s'appelait La Ruche Communication. Je faisais du display, je faisais du flyer, je faisais un petit peu numérique, là, mais un petit peu n'importe quoi, là, les contrats qui passaient à Québec. Par la suite, je suis tombé à un déménagement à Montréal avec la Société de développement de l'avenue du Montréal, donc principalement au niveau communication, dans l'événementiel, dans gestion des communications, gestion des événements, de marketing en général, refonte du site web, ce genre de choses-là. Un switch par la suite avec la ville de Montréal, puis Louise Arel, quand elle était à la période entre Michael Applebaum puis Denis Coderre, où là il y avait un regroupement de leaders qui menaient l'hôtel de ville. Donc, renseignement au niveau communication, j'ai personnifié Louise Arel puis Marcel Côté pendant les élections à cette période-là, pour la période des élections. Par la suite, Société de développement encore, TC Média, a aidé finalement une entreprise de presse, 150 journaux au Canada, les a aidés à amener leurs journalistes chefs de nouvelles à avoir les bonnes pratiques, à voir les opportunités que peuvent apporter les médias sociaux puis le numérique en général pour un journal, pour des journaux. Fait aussi quelques initiatives en B2B. En parallèle, j'avais mon entreprise à moi qui continuait de rouler. Fait du support pour le Parti libéral du Canada aux dernières élections, pour des candidats à Montréal, pour la publicité en ligne, donc bien segmenter les différentes poches des candidats dans leur circonscription,
de ressortir des learnings pour pouvoir les réutiliser, targeter des bons messages pour les candidats. J'ai fait par la suite. En termes de gestion de communauté puis en termes de gestion de crise en tant que telle, tu as dû en voir quand même un peu aussi à ce niveau-là, là, du côté politique quand même. Hein? Quand tu es derrière le volant, derrière une crise nationale où il y a plus de gens qui sont exposés que de voteurs, ça donne un coup. Par exemple, pendant les élections municipales à Montréal, il y avait une crise des robocalls pour la Coalition Montréal puis Martial Côté. Ouais. Il y a eu plus de gens, peut-être 1 million de personnes de plus d'exposés aux messages sur les robocalls qu'il y a de voteurs à Montréal. C'est le genre de choses où ça vient de chercher, là. Oui, ça vient donner du bonne expérience, puis on va en jaser un peu plus tard. D'ailleurs, si vous avez des questions, on vous invite dès maintenant à les poser. On est en direct via Facebook Live, donc dans les commentaires, si vous avez des questions pour Frédéric en lien avec la gestion de crise, bien, ça va nous faire plaisir d'y répondre un peu plus tard. Puis là, donc là, tu as travaillé, tu es revenu dans le monde de la politique. Puis là, je pense que par la suite, tu as continué à faire un petit peu plus de la business en lien avec des petites et moyennes entreprises ainsi que des multinationales un peu. Oui, pour les petites et moyennes entreprises, surtout de l'accompagnement pour le e-commerce. C'était le boom du e-commerce, donc monter des plateformes d'e-commerce, monter des sites pour pouvoir aller chercher cette nouvelle opportunité-là de revenus. J'ai travaillé aussi beaucoup dans les 3 dernières années avec Bombardier Recreational Product. On parle de Sea-Doo, Ski-Doo, les VTT, les motomarines et compagnie, pour les aider à solidifier leur offre médias sociaux, numériques, plateforme, un range complet de travail à faire là-dessus, surtout en transformation numérique, c'est-à-dire le pont entre l'ingénierie, IT puis marketing, qui est parfois très difficile à faire si tu ne sais pas traduire les besoins de l'autre. Donc, tes différentes expériences là, à tous les différents niveaux te permettent peut-être, toi, d'être vraiment une personne qui pouvait prendre les bons mots puis bien les transposer aux différents secteurs avec lesquels tu interagissais, là. Oui, parce que, par exemple, un département d'IT, son objectif à lui, c'est d'être le plus sécuritaire, d'être le plus bien monté, de s'assurer que les choses roulent comme sur des roulettes, ce qui est plus ou moins compatible parfois avec le marketing numérique comme on le connaît aujourd'hui, où ça prend beaucoup d'agilité, ça prend une approche test and learn. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que chacun y retrouve son compte dans ces différents départements-là sans briser les dynamiques qui sont déjà sur place, non? Donc, un gros travail de vulgarisation de ton côté. Puis là, par la suite, je pense que... en fait, pas par la suite, mais maintenant, tu as du nouveauté puis tu as du changement aussi qui s'en vient de ton côté. On le voit présentement à l'écran. Donc, directeur expérience numérique chez TamTam TBWA. Donc, un tout nouveau poste pour toi, hein? Oui, en fait, je cherchais pas à changer ma situation, comme je roule ma bosse depuis plusieurs années. Ils sont venus me chercher, il y a eu un très bon fit. Je pense que c'était ça qui était le principal. Quand j'ai lancé mon entreprise il y a plusieurs années, mon objectif était de venir en aide aux organismes à but non lucratif principalement. Donc, de faire donner une voix à ces petits organismes-là qui, la plupart du temps, n'ont pas les budgets d'un David Suzuki ou de ces grosses agences-là, mais dont le message puis dont la mission est tout aussi, sinon plus importante que ces grands organismes à but non lucratif-là. Par contre, pour arriver jusque-là, c'est quand même, ça te prend une bonne pool de clients. C'est difficile de survivre dans ce milieu-là seulement parce que les budgets sont souvent moins élevés. Donc, TamTam avait un beau mix entre ces comptes-là puis des plus gros comptes comme Nissan puis Apple qui leur permettent justement de prendre ces éléments-là sous leurs ailes pour les faire grandir, là. Fait qu'il y avait un bon fit au niveau de ma philosophie. Puis, parlant de cette philosophie-là, il y a un autre projet sur lequel tu es impliqué, qui est vraiment une association pour les gestionnaires de communauté puis le monde du numérique au Québec. Tu fais ça avec Mme Rachel Audismar, que j'ai reçue à l'émission il y a 2 semaines également. Peux-tu nous parler un petit peu de où vous en êtes rendu avec ce projet-là, puis qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là aussi? Parfait. Je vais parler de l'historique. En fait, au départ,
À mon avis, le milieu des médias sociaux, le milieu du numérique est très peu reconnu, puis c'est relativement facile pour n'importe qui de s'improviser comme un professionnel parce que il n'y a pas de barème établi, il n'y a pas de certification reconnue, il n'y a pas d'éléments rassembleurs qui puissent venir dire vous parlez avec quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il dit, puis il ne va pas vous en aller dans une direction qui n'a aucun bon sens. Il y a beaucoup de manque de ça, en tout cas au Québec, pour le numérique. Fait que ma volonté, c'était justement de créer une association qui viendrait un peu mettre son sceau d'approbation sur un professionnel pour pouvoir aider l'entreprise à ressortir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que, comme on sait, il y a tellement de joueurs dans le numérique, il y a tellement de choses à faire en numérique que c'est difficile pour, je sais pas moi, quelqu'un qui est au niveau vice-président, président, de prendre une décision éclairée sur est-ce que ce partenaire-là, est-ce que cette personne-là est ce que je cherche pour mes besoins précis. Donc, il y a plusieurs années, on a commencé avec un groupe de travail à cogiter sur quelle manière ça peut vivre, les règlements généraux, comment vont fonctionner le système de membership, c'est quoi la déontologie qu'on doit avoir pour pouvoir être assez crédible pour aller à l'avant-plan là-dessus, c'est quoi les étapes pour faire grandir ce type d'organisme-là, les études de marché et compagnie. Ça a été un petit peu tabletté parce que tout le monde avait 1 million de choses à faire de son côté. Par contre, on l'a ramené au premier plan, je dirais, il y a 1 mois ou 2, pour pouvoir s'y repencher plus sérieusement, principalement parce que le temps se libère un peu de mon côté aussi, étant donné du changement de mon entreprise à gérer les employés, à gérer les clients, à avoir un employeur à temps plein. Là. Fait que, où est-ce que ça s'en va? On veut un organisme qui soit inclusif, mais qui... on veut obtenir une crédibilité pour parler au nom des professionnels. On veut obtenir la validation des pairs pour le type d'information qui va être fournie aux membres. On veut pouvoir être un hub pour, par exemple, obtenir de la documentation standard sur certaines pratiques, sur certains workflows, sur certaines, je sais pas moi, je suis directeur en entreprise, comment est-ce que je me staffe en numérique pour être capable de répondre aux besoins d'une petite, moyenne, grande entreprise. L'information est un peu segmentée partout. C'est quoi les contrats-types? De quelle manière fonctionne le copyright? Donc, on veut fournir de l'information de la manière la plus simple, mais la plus complète possible aux membres, puis de voir par la suite de quelle manière on veut grandir, puis de quelle manière on peut être utile aussi aux professionnels du numérique au Québec. Alors, un projet très intéressant. Donc, je pense que ça fait vraiment le tour d'où tu viens, où tu es présentement, puis où on s'en va avec ce projet-là, entre autres. Donc, on va faire une courte pause avant de rentrer dans le sujet principal, qui est la gestion de crise. Donc, et on est de retour avec vous. Entre-temps, on vous invite à poser vos questions dans les commentaires du fil Facebook. Vous avez travaillé fort pour mettre en place un événement? Vous cherchez maintenant à en maximiser la visibilité? On vous aide de la promotion à la captation à la web diffusion. Que ce soit via Facebook Live pour prendre avantage de l'aspect social ou directement sur votre site corporatif, on adapte la plateforme selon votre projet. Contactez-nous tvgo.ca ou info@tvgo.ca. Donc, on est de retour en direct via Facebook Live pour le sujet du jour qui est la gestion de crise et les pièges à éviter. Frédéric, on sait, dans une entreprise, il y a vraiment plusieurs niveaux qu'il peut y avoir en termes de gestion de crise. On parle du simple troll, du commentaire déplacé, puis ça peut aller à des gros scandales, un petit peu comme on le voit récemment avec les MeToo, avec les Cambridge Analytica. Donc vraiment plein de différents types de scandales auxquels on peut faire face. Mais une des questions que j'aimerais te poser, c'est comment on fait pour déterminer si on est en situation de gestion de crise, est-ce que ce troll-là, par exemple, ou est-ce que ce commentaire-là, on est vraiment déjà en gestion de crise, ou est-ce que c'est peut-être à d'autres niveaux supérieurs où on commence à intervenir en gestion de crise? Je pense que la première étape, c'est de dire que si tu te retrouves à une situation puis que tu n'as pas été préparé d'avance, c'est déjà en soi une situation de crise. Parce que
comme pour n'importe quel processus, comme pour n'importe quel processus d'escalation, où ça prend une préparation en amont, ça prend de s'assurer qu'il y a une structure sur pied qui va pouvoir répondre à ces éléments-là de façon informée, de façon globale aussi, parce qu'au final, si à chaque fois qu'il y a une situation qui arrive, tu es toujours en réaction, tu es déjà en situation de crise, peu importe ce qui va se passer. Donc, ce que beaucoup d'entreprises peinent à faire, puis qui doit être mis sur pied le plus rapidement possible, c'est de créer une cellule de crise qui est au courant que s'il y a quelque chose qui se passe, s'il y a des situations qui se passent, elle va être mise à profit, qui commence à travailler sur l'établissement de scénarios. Par exemple, s'il y a, justement, tu parlais d'un troll, de quelle manière est-ce qu'on réagit, c'est quoi le flow de réponse à ces éléments-là, s'il y a une situation nationale qui arrive, si un type d'information sort dans le public, puis en créant ces scénarios-là, c'est toujours ce que tu n'as pas prévu qui arrive, ça, on ne se le cachera pas, mais au moins, tu peux essayer d'accoler avec quelque chose que tu as déjà fait. Tu as déjà ta cellule de crise qui est montée, donc les gens sont au courant qu'ils doivent participer. Tu essaies de mettre les gens dans la pièce, puis il y a quelque chose qui se passe. Donc, tu le mentionnes, la première étape, c'est de prendre le temps de se pencher sur le plan à mettre en place pour la gestion de crise. Si tu avais à dire à quelqu'un quelles seraient les principales étapes là, pour mettre en place un plan de gestion de crise qui est capable de répondre à la plus petite crise comme à la plus grosse des crises à gérer, qu'est-ce que ce serait un plan global là, des différentes étapes? Ce serait de commencer en itératif. Tu vas avec les scénarios les plus probables en premier, puis tu passes beaucoup plus de temps sur ceux-là. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui se passe, tu vas avoir déjà ceux qui sont les plus probables qui vont être arrêtés. Donc, tu peux te monter une matrice, par exemple. Ça, c'est les différents éléments d'une crise qui peuvent arriver. Le niveau de dangerosité de 1 à 3, ça c'est du 1, ça c'est du 2, ça c'est du 3, puis la probabilité que ces éléments-là se passent de 1 à 3 encore une fois, ça va te donner un élément, on doit mettre plus d'efforts ici, on doit mettre plus d'efforts là. Tu travailles, tu te concentres sur ces points-là, puis au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'on s'entend que le temps d'une entreprise n'est pas infini, mais si au moins tu couvres qu'est-ce qui a le plus de probabilité, tu vas avoir par la suite des éléments qui peuvent être intéressants à réutiliser pour le reste. Peux-tu nous donner des exemples, mettons, de qu'est-ce qui serait, mettons, un élément de gestion de crise de niveau 1, niveau 2, niveau 3, pour vraiment donner une idée des différentes ampleurs qu'il pourrait y avoir? Je dirais, si c'est un événement qui a le potentiel d'atteindre la crédibilité auprès du public, ou qui a la possibilité d'atteindre les résultats financiers, ou qui a une probabilité de faire boule de neige, là on a du très 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 concret, ça c'est du niveau le plus élevé. Si tu as une situation qui et un potentiel de s'envenimer sans nécessairement mener à une baisse du cours des actions, à une baisse de revenus, etc. Là, tu tombes dans un niveau de dangerosité qui est moins élevé. Puis si tu as quelque chose qui a juste un potentiel de créer un détracteur, un groupe de pression ou une petite poche de la population qui n'est pas nécessairement dans tes clients, là, on tombe peut-être dans le niveau 3. Là. D'accord. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a bien identifié les différents scénarios, je pense peut-être une des choses qui pourrait être intéressante de faire, c'est peut-être de mettre en place une genre d'équipe, une genre de cellule de crise pour être capable d'avoir les bonnes personnes, les bonnes ressources en place qui sont déjà prêtes à réagir survenant une crise. Oui, puis je vous donne le meilleur exemple. Justement, je parlais de Marcel Côté avec la campagne des robocalls un peu plus tôt. C'est une campagne à portée nationale. Je vais vous mettre un petit peu en contexte. Pendant les élections municipales à Montréal, des gens à l'interne avaient trouvé que c'était une bonne idée de lancer une campagne d'appel robotisé pour demander est-ce que vous allez voter pour tel, est-ce que vous allez voter pour tel, est-ce que vous allez voter pour tel. Si tu votais sur un parti concurrent, ça te sortait un fait sur le leader du parti, ou etc., qui n'était pas très flatteur. Donc, très campagne États-Unis. Là. Donc, c'est pas très bien reçu ici, comme vous l'imaginez. Là. Quand ça commençait à sortir le matin même, étant donné qu'il n'y avait pas de cellule en tant que telle de gestion de crise, puis que c'était plus ou moins bien organisé, il y a eu une réponse qui a été faite assez rapidement de l'équipe, comme de quoi, c'est un interne qui a pris une initiative de son côté, tandis qu'on le sait, en gestion de crise, la première chose que tu fais,
surtout pour un leader d'un parti politique, etc., c'est tu prends le blâme, tu regardes de quelle manière tu peux... la situation s'est passée, puis qu'est-ce que tu as fait de ton côté, de quelle manière tu peux régler la situation, puis qu'est-ce que tu vas faire pour que ça se reproduise plus. C'est textbook comment ça doit se passer. Mais comme il n'y avait pas de cellule à proprement parler, comme une décision concertée n'avait pas été prise, puis que l'élément médias sociaux, puis la possibilité que ce soit mal reçu n'avait pas été considéré, ben, on s'est retrouvé avec une crise qui a fait en sorte qu'il y a eu plus de gens exposés à cette crise-là qu'il y a de voteurs à Montréal. Donc, à ce moment-là, je pense qu'une des choses à faire, c'est vraiment de s'assurer que les bonnes personnes sont incluses dans cette cellule de crise-là. Puis par la suite, bien définir les rôles de chacun. Peux-tu nous donner, par exemple, est-ce qu'il y a comme une liste de différents rôles qu'on devrait vraiment avoir au sein de la cellule de crise? Ça dépend de l'organisation, ça dépend de la taille, ça dépend du type de crise aussi, mais il doit toujours y avoir un owner de la crise. Si c'est laissé au vent, un message va être envoyé à quelqu'un, il n'y aura pas nécessairement de suivi qui va être fait, puis tant qu'il n'y a pas de ownership de la crise et de sa résolution, il peut y avoir des moments où un acteur ne viendra pas répondre assez rapidement. Il peut y avoir... Puis, comme c'est pas du recours d'une personne en particulier, ben on se retrouve avec une situation où on va peut-être faire envenimer quelque chose qui est déjà négatif. Un exemple, par exemple, avec Bombardier Recreational Product, tu as un recall de produit. Donc, tu fais un VTT, le VTT a un problème avec une des pièces, puis il devrait pas rouler au-delà d'un certain nombre de kilomètres/heure. De quelle manière tu vas réagir? Tu as ta cellule de crise qui va penser, d'accord, où est-ce que les gens vont les ventiler? De quelle manière ils vont vouloir discuter avec nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger leurs problèmes? De quelle manière est-ce qu'on peut accélérer la création ou la production de cette pièce-là? Donc, c'est une équipe qui est sur pied pour pouvoir répondre à ces besoins-là, qui a été montée en amont avec les différents scénarios qui sont des possibilités, là. Donc là, tu viens de nous parler de deux types de crises. Une qui était vraiment du secteur public, donc gouvernement / municipal, puis une autre qui était en PME. On a justement donc la question de Jean-Luc Sancartier qui pose la question, c'est quoi la plus grosse différence entre une gestion de crise au gouvernement puis une gestion de crise dans une PME ou dans une entreprise en général? Que ce soit en très grande entreprise ou en PME, il y a toujours des risques. Tu as juste moins de ressources souvent pour être capable de penser aux différents scénarios, mais le type de situation qui peuvent arriver aussi est aussi beaucoup plus limité. Donc, dans une très petite entreprise-équipe, l'objectif serait justement de voir qu'est-ce qui peut mal virer, de s'asseoir puis de mettre sur pied, s'il y a ça qui arrive, j'ai telle personne que je peux contacter qui est une relationniste de presse. On va avoir préparé 2-3 messages ou on va avoir identifié à chaque fois qu'il y a un nouveau projet, c'est quoi les facteurs de risque de ce projet-là, c'est quoi les facteurs le potentiel que ça aille au niveau du public. Donc, il y a à peu près les mêmes étapes en très grande entreprise ou en entreprise de plus petite taille. C'est juste l'ampleur du travail à accomplir chez un constructeur automobile n'est pas le même que pour quelqu'un qui a une agence de presse. Oui, et est-ce que, on vit à l'ère des médias sociaux, on vit à l'ère de la transparence vraiment beaucoup. Jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de dire, on va être 100% transparent à ce niveau-là? Comment on détermine ça, là, le niveau de transparence, que ce soit pour une petite entreprise ou vraiment un gouvernement ou quoi que ce soit? Comment on fait pour déterminer ça? Tu parles à la bonne personne parce que pour moi, la transparence, c'est une des qualités qui manque le plus, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des grandes entreprises, petites entreprises, etc. Si ce serait seulement de moi, la transparence serait de mise à presque toutes les étapes de communication, presque tous les projets qui sont entamés, presque
tous les éléments qui sont mis sur pied, parce que je crois que c'est comme ça que tu peux avoir le bon feedback au bon moment, que tu peux mieux anticiper avant qu'une situation se produise, que tu peux faire en sorte que chaque personne qui a à bâtir un projet, qui a à bâtir une entreprise, qui a à bâtir une vision, puisse participer à cette vision-là, puis prendre en considération ces éléments-là. Donc, si c'était juste de moi, ce serait une transparence à outrance sur à peu près n'importe quoi. Reste que la plupart des entreprises ne sont pas prêtes à faire ce type de move-là. Il y a des belles initiatives, par exemple, je ne sais pas si tu connais B Corp, qui est une certification pour l'entreprise, où il y a des points super intéressants sur la transparence, sur, par exemple, financier, sur les éléments des employés qui sont à mettre à profit, sur les activités de l'entreprise, sur les visions de l'entreprise, etc., qui pourraient être appliquées un peu partout. Puis, à mon avis, ça créerait des entreprises qui sont beaucoup plus solides, qui sont beaucoup plus visionnaires, puis beaucoup plus inclusives. Oui, parce qu'une fois que tu es transparent, tu as vraiment beaucoup moins de chances qu'il y ait quelqu'un qui te surprenne avec un scandale ou qui sorte quelque chose qui ne devrait pas sortir en tant que tel. Donc, ça aide un peu à aller de l'avant au niveau de la gestion de crise, j'imagine? Oui, il y a toujours quelque chose qui peut arriver. Par exemple, justement, tu as quelque chose que tu n'as pas prévu, il y a un recall sur un véhicule. Je donne l'exemple encore de Bombardier et Crashunol, mais c'est pas quelque chose que tu prévois dans le temps, c'est pas quelque chose qui... Par contre, si de façon transparente, tu crées une landing page qui dit « D'accord, ça c'est ça qui se passe, vous ne pouvez pas utiliser votre véhicule pour telle raison, on attend de tel fournisseur d'avoir de l'information », puis tu tiens à jour cette page-là qui est un petit peu ton élément de statut, ça donne de l'information au client, ça va peut-être apaiser, il va voir qu'il y a du mouvement qui est fait, puis qui n'est pas juste en sourde oreille. C'est un peu le même principe quand tu as un service, un site web ou un software as a service qui est down. Si tu ne fais pas de communication, si tu donne pas l'information au client, sa vision de toi va être amoindrie, sa vision de toi va être négative, tandis que si tu lui donnes l'info, on est en train de faire ça, il y a ces éléments-là qui sont de notre cours, ça c'est pas notre cours. Les gens comprennent. Faut pas... Moi, de prendre le client final comme quelqu'un qui n'est pas capable de faire la part des choses, j'ai de la difficulté avec ça. Si tu lui donnes l'information, ceux qui sont capables de faire la part des choses vont être ceux qui vont éduquer ceux qui ne sont pas capables de le faire ou qui vont à tout le moins essayer. Donc, si tu n'essaies même pas, tu te retrouves juste avec des gens qui auraient pu être des défenseurs de ta marque, qui auraient pu être ceux qui vont remettre les pendules à l'heure, qui ne sont pas outillés pour le faire. Parlant de remettre les pendules à l'heure, des fois, on peut être aux prises avec un employé qui est peut-être un peu moins heureux au travail, qui peut être un peu moins un défenseur de l'entreprise, mais peut-être, justement, peut devenir une problématique en faisant une publication quelconque sur les médias sociaux qui peut peut-être mettre l'entreprise dans l'eau chaude, soit parce qu'on parle de l'entreprise ou on parle contre l'entreprise. Comment on fait pour gérer ces situations-là qui se déroulent peut-être un peu plus à l'interne? Aurais-tu des trucs à donner à ce niveau-là? Encore une fois, comme pour tout, ça prend des social media policy, donc une politique d'utilisation des médias sociaux, pas pour restreindre la communication sur l'entreprise, mais peut-être trouver aussi des channels pour que cette personne-là puisse être entendue sur ce qu'elle aime moins, d'un côté, puis de l'autre côté, de faire en sorte que qu'est-ce qui sort pour le public, qu'est-ce qui sort pour... c'est pas de l'information confidentielle, c'est pas de l'information qui devrait pas sortir, ça vient pas atteindre à ta marque et compagnie. Parce que toute compagnie se doit de protéger sa marque. Ça peut être fait en donnant... Tout le monde a besoin de lâcher de l'air, de laisser la steam sortir. Il y a toujours une situation, peu importe l'entreprise, qui va faire moins ton affaire en tant qu'individu parce que les valeurs d'une entreprise ne seront pas toujours 100% en ligne avec tes valeurs individuelles. Si tu donnes l'occasion, soit par un channel interne ou par un mode pour que la personne puisse se communiquer cette information-là, qui reste à l'interne, qui reste sous ton contrôle, ça te permet justement d'éviter tout ce charabia-là. Puis le meilleur exemple, c'est justement pendant une période où tu as une crise nationale, où les gens vont sur différents forums, différentes pages, lâcher de la steam. Si tu es capable de ramener la discussion sur un support, premièrement, que tu contrôles,
Ouais. Deuxièmement, sur lesquels tu as plus de visibilité. Troisièmement, qui va être plus facile à gérer aussi au niveau des réponses, au niveau des suivis, puis au niveau de l'information que tu donnes. Ben, tu évites de faire en sorte que sous un article, un tel, il y a 7 personnes qui commencent à commenter ou commencent à sortir de la Steam sur un élément en particulier. Donc, tu as 1000 endroits où tu dois rectifier de l'information. Tu dis « Bonjour, on veut votre feedback, on veut de l'information. » Tu le prends, tu bâtis l'information. Les gens sont prêts à donner leur avis, les gens sont prêts à donner du feedback sur ton produit, sont prêts à t'aider, à t'améliorer. Prends le feedback, montre-toi de l'information comme de quoi, qu'est-ce qu'on doit améliorer dans notre service, comment est-ce qu'on doit devenir une meilleure entreprise, puis sers-t'en-en plutôt comme quelque chose de positif versus de la Steam elle-même. Pour l'employé à l'interne, je pense que c'est pas mal ça, d'avoir encore une fois un channel qui te permette de recevoir ce feedback-là. Tu parlais de prendre les différentes conversations puis essayer de les recanaliser vers un seul channel. Justement, il y a Charlie Fernandez qui pose dans les questions Facebook quels outils de monitoring on devrait utiliser ou on pourrait utiliser pour une PME en matière de gestion de crise. Est-ce que tu as des outils que tu préconises, toi, avec lesquels tu travailles? Pour petite moyenne entreprise, je suis plus à jour. Je dirais, j'ai utilisé Mention, j'ai utilisé Google Alert, j'ai utilisé les fils RSS, mais je suis probablement plus à jour sur qu'est-ce qui se fait. Je connais un peu plus le niveau plus grande entreprise, mais c'est pas mal ça que j'utilisais avant. On s'entend les besoins. Côté PME, je pense que Google Alert est comme une base que tu devrais avoir pour au moins être capable de oui, jusqu'à ce que tu dois gérer 150 alertes différentes qui popent tous les jours, etc. Mais il y a d'autres services aussi qui te permettent de faire en sorte que quand il y a des modifications sur certaines pages d'un site web, tu reçois soit une notification courriel ou etc. Donc ça, c'est super intéressant à mettre sur pied aussi pour voir, OK, j'ai un compétiteur, je veux savoir quand il va faire certains changements sur son site, je veux savoir quand certaines informations sont mises à jour, mais ça te permet d'aller chercher cette information-là aussi. Donc, différents outils là, qui sont quand même assez intéressants. On vous rappelle, on vous invite à poser vos questions en direct sur Facebook Live à Frédéric, que ce soit en lien avec la gestion de communauté ou peu importe. Frédéric a une large base de connaissances, donc on vous invite à ne pas vous gêner puis à participer à la conversation dans les commentaires sur Facebook Live. Frédéric, j'aimerais ça peut-être que tu me parles justement, là, une fois que le plan est prêt, on a une cellule en place, on a les bons éléments en termes de ressources humaines. Donc, une fois qu'on est vraiment dans l'action, là, la crise est lancée, est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on devrait prioriser? Tu as parlé de la transparence. Est-ce qu'il y a d'autres éléments là, que tu dis, bien ça, c'est des incontournables? Est-ce qu'on devrait répondre à tout? Est-ce qu'il y a certaines choses que peut-être on devrait peut-être moins répondre? Est-ce que tu as vraiment des lignes là, directrices qu'on devrait avoir de base là, en termes de pièges à éviter ou de trucs vraiment précis? Ça dépend. C'est la première réponse à donner. Ouais. Ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend de beaucoup de facteurs, mais je dirais qu'un des éléments les plus primordiaux, c'est la rapidité. Si tu prends trop de temps, la situation va s'envenimer. Si tu prends trop de laxisme à arriver avec une bonne réponse ou à trouver le bon mot à la personne, elle va peut-être avoir le réflexe d'aller sur 3 autres channels. Il y a peut-être 7 autres personnes qui vont embarquer. Puis ces 7 autres personnes-là, si tu prends le même temps pour leur répondre à eux, c'est là que ça va amener beaucoup de problèmes. Donc le facteur temps est extrêmement important. Puis c'est comme un virus qui se propage. Si tu laisses le virus au centre, qui est une petite cellule, si tu lui laisses le temps de s'étendre, c'est là que des situations vont être perdues. Pour ça que le temps de réaction sur Facebook ou etc. est très important, parce qu'au final, si tu ne prends pas le temps de répondre aux clients assez rapidement, comment est-ce que tu vas être capable d'identifier que cet élément-là est problématique, cet élément-là demande plus de suivi, celui-là, on a besoin de faire quelque chose de plus. Il y a un facteur aussi qui est souvent laissé pour compte en entreprise, puis qui n'est pas budgété, puis etc. Mais il y a le facteur happiness. Là, on parle de crise en tant que telle, mais une des meilleures manières de se faire des amis, c'est de garder au budget un élément ou
j'appelle ça customer happiness, de faire en sorte que quand il arrive un élément de crise, quand il arrive quelque chose, une situation pour laquelle tu es responsable, puis pour laquelle tu devrais avoir une certaine forme de réparation, que ce soit mis au budget, ça aussi. Oui, donc vraiment, on parle de gestion de crise, puis en arrière, on entend... J'ai coupé, oui. Donc, ça, c'est un bon élément parce que une bonne manière d'aller de l'avant pour gérer les crises, bien, c'est d'avoir ce genre de système-là en place. Est-ce que tu dirais que les crises peuvent être aussi un bon moyen de faire avancer la business? Est-ce que certaines crises qui sont des bons moyens qu'on peut essayer de prendre avantage? Puis là, quand on parle de crise, ça peut être un tweet qui a été tout croche qu'on est capable de peut-être reprendre pour aller transformer un fail en un win, peut-être? Oui, puis ça se fait beaucoup plus en Europe que ça peut se faire en Amérique du Nord. Chaque interaction avec un client, la somme des interactions d'un client avec ta marque fait l'idée qui se fait d'une marque en particulier. Donc, c'est pas seulement je vais faire une campagne publicitaire, ça va être wow, les gens vont penser que je suis comme ça. Non, c'est dans chaque interaction que tu as avec cette personne-là, que ce soit une visite sur le site web, que ce soit une réponse sur les médias sociaux, où tu dois faire retransmettre les valeurs de ta marque, transmettre les choses qui te sont chères. Donc, en ayant ces points de contact-là positifs, en s'assurant que tu ne fais pas juste éteindre un feu quand le feu arrive, en s'assurant que chaque interaction avec cette marque-là va pouvoir te permettre de faire passer ton message, tu as 1000 interactions avec un client, tu as 1000 façons de faire en sorte qu'une situation négative peut en devenir une positive. Puis les meilleurs exemples, c'est... par exemple, un airline, les gens sont à l'intérieur du véhicule, puis ils sont pris, il y a du soleil, ils sont pas bien, mais ils peuvent pas sortir du véhicule. C'est une situation très négative pour le client qui se retrouve là, très négative dans l'œil du public. Pourquoi ne pas faire en sorte que tu rendes la situation le plus agréable pour eux, puis au lieu d'avoir une publicité négative par la suite de « Ah, il y a quelque chose qui s'est passé, les gens n'étaient pas contents », ce serait plus « On est très bien servi, on a eu quelque chose qui s'est fait rapidement, on s'est senti écouté ». Puis chacune des interactions, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, est une possibilité pour la marque de faire ressortir qui elle est. Donc, vraiment, au niveau des lignes directrices, donc ça, c'est même en dehors de la gestion de crise, mais peut-être au niveau du service à la clientèle en tant que tel, que des pistes de solutions déjà à mettre en place. Oui. Puis, j'aimerais ça peut-être que tu me parles en terminant, là, tu sais, on l'a vu vraiment beaucoup, il y a les mouvements comme MeToo, tu sais, il y a vraiment plusieurs mouvements qui amènent vers la transparence, qui fait que même si on essaie de cacher des choses présentement, ça risque de sortir tôt ou tard à l'ère des médias sociaux. Est-ce qu'il y a des choses vraiment qu'on devrait tirer pas comme conclusion, là, mais vraiment des apprentissages qu'on devrait tirer de ces mouvements-là, du MeToo ou quoi que ce soit, pour essayer d'être prêt à tous ces changements-là qui arrivent au niveau de la société, puis de ces mouvements-là comme le MeToo, puis tous ces éléments de transparence-là? Bien, c'est ça avec la gestion de crise, on ne sera jamais à 100% prêt. Il va toujours y avoir quelque chose dans le futur qu'on n'aura pas prévu, un nouveau mouvement ou une nouvelle façon de penser qui fait en sorte que les pratiques que tu as aujourd'hui sont plus acceptables dans le demain. Puis on n'est pas jugé sur aujourd'hui, les mentalités d'aujourd'hui, on est jugé sur le demain. Que ce soit pour les scandales, que ce soit les visions d'entreprise, que ce soit les actions qu'une entreprise a au niveau de l'environnement, on est jugé demain pour les actions d'aujourd'hui. Reste que c'est des éléments qui peuvent être prévisibles avec le temps, c'est des éléments qui peuvent être documentés, puis sur lesquels on peut agir. Au niveau de la transparence, je pense que les entreprises sont pas prêtes à faire ce type de move-là. Les entreprises sont pas prêtes à s'outiller aussi pour la gestion de crise, parce que c'est un élément où le tangible, le retour sur investissement, le gros cash est pas là. Ouais. Donc, c'est de faire comprendre à l'entreprise que le dollar qui n'est pas tangible ici, c'est un dollar très tangible plus tard. Là. Donc, tu fais un peu une comparaison entre la gestion de crise et
une police d'assurance, si on veut. Souvent, une police d'assurance, on n'est pas prêt à la payer parce qu'on dit « il n'arrive rien », mais la gestion de crise te permet peut-être un peu, justement, d'avoir cette sécurité-là. Le jour où tu as besoin des assurances, tu es content de les avoir. Il y a aussi moyen... il y a deux écoles de pensée. Tu peux soit avoir d'un côté, tu te prends une police d'assurance, t'assurer que si jamais il y a quelque chose qui se passe, tu vas pouvoir l'avoir prévu le coup. Puis tu as l'autre côté où je vais mettre tellement d'argent de côté que si jamais il y a quelque chose qui se passe, il n'y aura pas de problème. Là. Fait que les entreprises peuvent prendre ces deux avenues-là, mais je recommande d'y aller du côté moins coûteux. Là. On a une autre question via Facebook Live. C'est Alex Castonguay qui pose la question. Qu'aurais-tu fait à la place de Ferrari qui a mis des images de Toronto hier dans une vidéo promotionnelle qui parlait du Grand Prix de Montréal? Donc, vraiment, la première image qu'on voyait de la vidéo promotionnelle de Ferrari, c'était Montréal-Canada. Puis, sur le background, tu avais le skyline de Toronto avec la tour du CN. La vidéo a quand même été partagée vraiment beaucoup. Il y a plein de gens qui ont souligné l'erreur, mais aucune mention de Ferrari. Ils n'ont pas vraiment acknowledgé l'erreur, puis ils n'ont pas retiré la vidéo. Ils n'ont rien fait. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, si tu avais été au sein de Ferrari pour ça? Premièrement, c'est pour ça que le Québec est assez particulier. Souvent, les choses sont gérées à New York, les choses sont gérées à Toronto. On envoie l'information par la suite, puis une compagnie comme Ferrari n'a pas de bureau par ici. Premièrement, au départ, tu t'assures du ton du message quand tu vas discuter d'un sujet, d'une ville, etc., avec des gens locaux pour avoir du feedback. Deuxièmement, probablement qu'ils ont des systèmes de monitoring sur pied, puis que l'information est arrivée, mais peut-être qu'il n'y avait pas la connaissance du français, ou parce que la gestion de la langue aussi dans le listening, c'est assez complexe parce que tu peux avoir la plupart du temps c'est une équipe centrale qui a à faire le monitoring, qui a à faire en sorte de faire un suivi de la marque, mais elle ne connaît pas l'allemand, elle ne connaît pas le japonais. De quelle manière est-ce que tu peux faire en sorte quand quelque chose commence à se produire ici? Bien, ce qu'il aurait pu faire d'amont, c'est d'avoir justement en plan de gestion de crise, qu'est-ce qu'on fait s'il y a des messages en français qui commencent à rentrer? Bien, on doit avoir un point de contact en France, un point de contact au Québec qui puisse soit traduire, soit nous donner du support pour ces situations-là. On parle encore d'amont. Une fois que la situation est arrivée, ben, ça dépend à quelle vitesse ils ont été capables de prendre la balle au bon. Là. Mais, ben, tu vois, justement, en parlant de prendre la balle au bon, il y a Daniela Johnson-Meneghini qui vient de dire Ferrari a fini par reconnaître l'erreur, là, puis ils ont corrigé la vidéo apparemment. Donc, elle a mis dans les commentaires là, le lien vers le tweet en question. Mais si j'avais pas eu la réponse de Daniela, moi, ce que je t'aurais demandé, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des compagnies qui, à l'ère des médias sociaux, font exprès pour mettre ce genre d'erreur-là qui est vraiment bénigne, juste pour aller booster leur exposure, donc faire des petites erreurs juste pour s'assurer que le monde en parle puis prendre avantage de l'effet viral que ça pourrait avoir de faire une petite erreur comme ça qui n'est pas si grave que ça, mais qui fait qu'à la fin de la journée, à la place d'avoir eu 15 000 vues, tu en as eu 60 000 ou 80 000. Mais c'est ça, en advertising puis en publicité en général, c'est pas pour rien que les cordes sensibles des Québécois, qui est un très bon livre, puis les nouvelles cordes sensibles des Québécois, qui est un excellent livre aussi, qui liste justement pour le Québécois quelles sont les cordes sur lesquelles tu peux jouer pour aller créer une réaction. Ça existe depuis des années. Il va toujours y en avoir. Dans ce cas-ci, je pense pas que ce soit le cas, mais il va toujours y avoir de ces cordes-là sur lesquelles tu peux jouer pour faire parler, pour faire discuter, pour créer une réaction, pour amplifier ton message. Puis je vous recommande d'aller chercher ces deux livres-là si vous ne les connaissez pas. Là. Très bon petit livre. Donc, une belle recommandation. Justement, on approche de la fin du show. Donc, parlant de recommandations, si tu avais une chose là, que les gens devraient retenir là, en termes de gestion de crise, un élément pratique là, vraiment qu'ils devraient mettre en pratique dès aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? De pas sous-estimer la complexité de suivre les bonnes pratiques. La bonne pratique te dit que textbooks, c'est ça que tu dois faire. Maintenant, appliquer ce textbook-là, parfois, peut être extrêmement complexe pour une entreprise. Tiens, par exemple, justement, on dit que tu dois répondre rapidement.
Mais répondre rapidement dans une entreprise qui a des bureaux un peu partout au travers le monde, ça peut être assez complexe. Ouais. Ou tu as une structure centralisée, ça peut être complexe. Donc, de ne pas sous-estimer cette complexité-là dans l'application des bonnes pratiques. Un excellent conseil à garder en tête. Si tu avais 3 outils là, que tu utilises à tous les jours ou à toutes les semaines qui viennent changer ta vie dans ton quotidien de professionnel des médias sociaux puis du numérique, qu'est-ce que ce serait? J'aime bien Ahref pour le SEO. Okay. J'aime bien BuzzSumo. Vous connaissez probablement déjà pour obtenir la force d'une publication par ses partages. Je dirais Sprinklr, Percolate, ces grosses plateformes de gestion des flots de communication qui peuvent simplifier beaucoup la publicité, qui peuvent simplifier beaucoup les pipelines d'approbation avec des agences. OK, donc à garder en note. Si je te posais la question, c'est quoi ton show préféré de ce temps-là sur Netflix ou YouTube? Je ne sais pas mon préféré, mais on m'a dit que je devrais regarder Scandale. Je regarderai pour ça. Je dirais qu'en ce moment, Netflix est un petit peu de côté, étant donné que je suis en changement avec l'agence et compagnie. Mais à peu près, je suis un gros consommateur de Netflix, donc j'ai vu à peu près tout ce qu'il y a. Puis, y a-t-il un show qui a retenu ton attention, que tu dis, ça, c'est vraiment celui que je recommanderais? Un classique, Breaking Bad, c'est à peu près ma série préférée de tous les temps. Là. Le développement des personnages est super. Du côté de Spotify maintenant, qu'est-ce qui est ta tune ou ta playlist que tu écoutes de ce temps-là? Je suis Google Play Music. OK. Mais là, je m'en vais travailler sur Apple, donc c'est un autre dilemme. Mais j'écoute beaucoup des playlists de dubstep. Donc, je mets une playlist de base dubstep agressif, quelque chose de genre. Mais j'aime bien Centipede, une chanson dubstep que j'aime bien. Et en terminant, comment les gens peuvent te rentrer en contact avec toi? C'est quoi le moyen le plus facile s'ils ont d'autres questions ou s'ils voudraient travailler avec toi? LinkedIn, c'est pas mal le plus simple. Frédéric Tremblay-Nault. Sinon, je suis actif dans beaucoup de groupes sur Facebook, sur LinkedIn, pour les professionnels du numérique. Donc, vous allez me voir passer un moment ou un autre. Alors, Daniela qui a été mettre un lien de YouTube en lien avec Scandale dans les commentaires Facebook. Bien, Frédéric, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour la 10e puis le dernier épisode du Social Show pour cette saison-ci. On va prendre une pause pour l'été. Frédéric, merci beaucoup. Puis, on vous invite à garder un œil sur les comptes de médias sociaux de tvgo.ca. On va faire des vidéos condensées des meilleurs moments du Social Show pendant tout l'été. Donc, si vous avez manqué des épisodes, on vous invite à garder un œil là-dessus. Sinon, tous les épisodes sont disponibles sur iTunes et Google Play en podcast. C'est également disponible sur notre chaîne YouTube en intégrale. Donc, on vous invite à suivre ça si jamais vous avez manqué des épisodes. Je vous remercie beaucoup. On vous invite à commenter dans le vidéo, dans les commentaires du vidéo pour donner toutes vos impressions là, sur le Social Show, les choses à améliorer pour la prochaine saison, des invités que vous aimeriez voir. Donc, vraiment, on est bien ouvert à vos commentaires. Donc, on vous invite à être là au retour au mois d'août, en fait, pour une autre saison du Social Show. Merci à tous, puis à bientôt!